Donc voilà nos éléments de cohérence. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'outils. Ça aussi, méfiez-vous des charlatans qui disent le lean, c'est ça. Le lean, c'est ce qu'on a fait. Le lean, c'est quoi le lean? Mes ouvriers, avant que je fasse ça, et mes confrères, un client qui fait 1500 pièces par jour, quand il dit je veux 1000 pièces par jour, nous, il fallait attendre la réunion planning. Et pendant ce temps-là, on faisait 1500 pièces. Et là, le planning, il disait qu'on va faire 1000 pièces. Mais comme on avait fait 1500 pièces, on avait des pièces partout. Donc il y avait le lancement qui en fait le bordel, quoi, des bennes partout, des papiers. Moi, mes ouvriers, ils viennent le matin, puis autant il y a moins de boulot. Ils appellent leurs copains, on reste à la maison. Il y a moins de travail. On passe instantanément de 1500 à 1000. Pas de stock, pas de papier, pas de... Alors là aussi, on a profité de tous les outils de la qualité au fur et à mesure qui sortaient, parce qu'on était déjà dans cette dynamique il y a 30 ans. Les outils de la qualité sont sortis il y a à peine 20 ans. Le 5S, il y a à peine 20 ans que c'est sorti. Ça faisait 10 ans qu'on était déjà là. Quand l'automobile nous a proposé la dématérialisation de la facture, on s'est jeté là-dessus comme la vérole sur le bas clergé. Vous vous rendez compte, vous donnez un coup de code barre, ça fait la facture et ça provoque le paiement de banque à banque. Il n'y a plus rien à faire, vous gagnez un paradis dans les bureaux. Quand le Kanban est inventé, on s'est jeté là-dessus, faire un Kanban avec nos fournisseurs. Il n'y a plus de paperasse, de trucs, de machin, etc. On a plein d'outils intellectuels. Et puis il y a l'informatique qui a apporté des progrès colossaux. Hein, il faut les utiliser, ces outils-là, pour avoir de plus en plus de gens qui créent de la valeur ajoutée, des ouvriers, de plus en plus de commerciaux, bon sang. La force de Favie, c'est qu'on a 13 commerciaux, là où vous êtes en ont 3. Et les commerciaux qui maîtrisent tout. 70% des gains de productivité, c'est les actions d'ouvriers. Mais tous les progrès sur les pièces, c'est les commerciaux. Le gars qui suit Fiat ou les compteurs d'eau depuis 20 ans, putain, mais à un moment donné, il a un déclic sur le produit. Le BE, chez nous, il n'a pas d'idée. Le BE, nous, il met en forme les idées des autres, parce qu'entre l'idée qu'un ouvrier ou qu'un gars a, et puis que ça rentre dans le cahier des charges ou dans la boîte de vitesse, il y a du boulot quand même. Donc le BE, en fait, met en mesure les idées des autres, mais le BE n'a pas d'idée. Et la vraie R&D, si j'ai le temps, je l'aborderai ça, c'est parce qu'on sort tous les uns et les autres, et qu'à un moment donné, on voit un signal faible. Mon prédécesseur, avant, il est sorti de l'usine. Et puis un jour, par hasard, dans une exposition, il a vu un corps de compteur d'eau coupé en deux. Et le hasard fait qu'il était coupé en deux. À l'époque, on faisait des siphons de lavabo. Puis il a vu que ça faisait 5 mm. Et le hasard a voulu que ce jour-là, le grand patron du groupe Kent, groupe anglais qui a des usines partout, en Tasmanie, en Afrique du Sud, partout, était sur le stand. Et il dit ça, je peux le faire en 1 mm. Et c'est comme ça qu'on est parlé d'un compteur d'eau. Alors il y a eu du boulot quand même, hein, il y a eu 3-4 ans de boulot. Hein. Les fourchettes de boîte de vitesse, parce que le hasard, mes copains m'avaient mis dans des commissions de normalisation européenne, puis en discutant avec un gars de Simca, qui me dit non, merde, qu'une pièce là, mais je dis attends, j'y connais rien, moi je fais des siphons de lavabo et puis des compteurs d'eau. Ouais, mais c'est du cuivreux. Et puis c'est comme ça qu'on est parti dans les fourchettes. Hein. L'innovation vient du fait qu'on est sorti. Mais en fait, on est resté néandertalien. L'homo sapiens, qui restait dans sa grotte, il crevait de faim. Il sortait. Il cherchait les signaux faibles. Une trace de crotte, une touffe de poils. Intuition grosse bête, je me casse. Je ne renie pas le codir, le truc, le machin, ce que c'est. Je vais me faire bouffer. Hein. Bête attaquable, j'attaque tout de suite. T'auras sauvé la bête. Mais on est resté des néandertaliens. Hein. 5 millions d'années. 15 000 ans, c'est 8 secondes par rapport à 1 heure. J'ai fait le calcul. 15 000 par rapport à 5 millions. La meilleure preuve qu'on est resté comme ça, c'est quand ma femme me dit va chercher le beurre dans le frigo. Si le beurre est en face, je ne le vois pas. Et je lui dis, il n'y a pas de beurre. Mais attends, regarde, il est là. Parce que nous, on chassait, quand tu chasses, tu regardes. Si le beurre est dans le coin, je le vois. Quand tu chasses, la bestiole n'est jamais là, tu cherches. Par contre, si le beurre est dans le coin, ma femme ne le trouve pas. Pourquoi elles n'ont pas le sens de l'orientation? Ben parce que nous, on chassait, quand tu fais la bestiole, il faut revenir. Hein. Elle ne bougeait pas de la caverne. Elle n'a pas besoin. Pourquoi elles font les soldes? Parce qu'elles cueillaient. Quand tu cueilles, tu sais ce que tu vas chercher. C'est des fraises ou des cerises. Hein? Et si c'est pas mûr, tu reviens au solde. Nous, on chassait. Quand tu chasses, tu dis pas aujourd'hui c'est du lapin, rien d'autre, tu prends ce qu'il y a. Et tu le ramènes tout de suite, parce que si tu ne les viscères pas, ça ne se conserve pas. Nous, on rentre dans un magasin, on prend un pantalon, on ressort, boum. Etc., etc., etc. On est resté comme ça. Et en fait, la démarche intellectuelle de Favie, c'est qu'on sort, on cherche les signaux faibles, j'envoie des ouvriers au Japon, ils ramènent plein de messages, plein d'idées. Et ces signaux faibles déclenchent une intuition, et on passe de l'intuition à l'action sans passer par la réflexion. Ne réfléchissez jamais. Respectez vos intuitions. Quand on réfléchit, on ne voit que le négatif. Si vraiment on réfléchit, on ne se marie pas. Parce que nos femmes finissent toujours par ressembler à leur mère, vous n'avez pas remarqué? On ne fait pas d'enfants.
On ne fait pas d'enfants. Est-ce qu'il sera normal? Est-ce que Hollande ne va pas être élu? C'est trop tard. Hein? Passer de l'intuition à l'action. Quand j'ai supprimé les primes, je vous ai expliqué ça, les cadences ont augmenté. Impensable, impensable, impensable. Alors voilà la cohérence. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est cet outil-là qu'il faut faire, mais ce n'est pas un élément de cohérence comme dans le couple. Si le couple n'a pas ces deux limites, ça ne peut pas être un couple. L'Amérique sans ces deux limites, ça ne serait pas l'Amérique. Le problème de la France, c'est quoi? C'est que nous, on a deux limites qui sont fabuleuses, qui sont extraordinaires. Nos ancêtres, liberté, c'était l'égalité, égalité des chances à la naissance, c'était ça qu'ils voulaient, c'était pas l'égalité de la vie. Il faut être con comme Hollande pour dire je vais faire un truc sur l'égalité. T'as les cons, les pas cons, les chevelus, les chauves, je veux dire, il n'y a pas d'égalité. C'est l'égalité des chances à la naissance. Après, les deux valeurs, c'est liberté, on est quand même relativement libre, encore que. Et c'est la fraternité. Or, il y a des gens chez nous qui partent en retraite basée sur 6 mois, elle est moins fatiguée. Vous savez qu'un enseignant profite de sa retraite 15 ans de plus qu'un ouvrier. INSEE 2011. INSEE 2011. Faites INSEE 2011. Et l'ouvrier part basé sur 25 ans. Elle est où la fraternité? Il faut dire, au nom de la fraternité, c'est 15 ans pour tout le monde. Donc, ayez de valeurs limites. À mon sens, je ne vous vends pas cette matrice-là. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, puisqu'il n'y a pas de modèle. Mais je pense que tout système, quel qu'il soit, s'il n'y a pas deux valeurs limites, l'enseignement, on en a parlé avec la petite dame, elle est dans le privé, donc je peux pas vous foutre plein la gueule sur le public, parce qu'elle est dans l'enseignement privé. Hein. Mais il y aurait comme valeur limite que tous les enfants sachent lire et écrire à 16 ans, ça serait une valeur quand même intéressante quand même. Oui, il n'y a pas de valeur limite, c'est n'importe quoi. Alors, on s'interroge pour savoir s'il faut apprendre Jeanne d'Arc plutôt que j'en sais rien, moi, que Louis XI, on en a à foutre. Hein. Comment j'ai mis ça en place? Ben, en tournant dans l'usine. 83, mon patron, d'un coup d'hélicoptère, vous lirez ça dans l'histoire, d'un coup d'hélicoptère me balance là-bas au mois d'avril. Et je tourne dans l'usine pendant 1 mois, pendant 4 mois. Puis je vois des trucs bizarres. Mon successeur avait un bureau en hauteur, mais c'était normal à l'époque, un gars bien, hein, avec une grande vitrine. Et il descendait jamais, il faisait toute sa vitre. Et moi, j'ai tourné dans l'usine en permanence pendant 4 mois. Puis j'ai eu des trucs idiots, les réunions qui ne servent à rien, tout ça. Il part en juillet, on fait une petite fête. Et puis au mois d'août, mais sans réfléchir, je fais murer la fenêtre, parce qu'elle ne me servait pas, je descendais à l'usine. Je supprime les prises de parking, les places de parking réservées, je fais marquer client à la place, parce qu'il y avait les places pour les cadres, le directeur, etc. Les comptables descendaient jamais. J'ai plus de comptables à l'époque à 70 personnes que maintenant. Ils descendaient jamais dans les bureaux, dans les ateliers. Donc je mets le parking des comptables de l'autre côté de l'usine, pour qu'elles traversent 4 fois par jour. Et puis les machines, à l'époque on ne nettoyait pas les machines. Ça se faisait pas, c'est une perte de temps. Et je m'étais dit, si les toilettes sont impeccables, alors je fais faire venir une entreprise qui me fait les toilettes de l'usine, mais alors, pas dans les bureaux, j'ai pas touché aux toilettes des bureaux. Pendant 30 ans, ils ont toujours resté pareils. Voilà, marbre, enfin, impeccable, les douches, les toilettes, les locaux sociaux, impeccables. Et puis je mets des machines à café gratuites partout. À la rentrée, les cadres arrivent pour se garer, ils tournent un peu en rond, puis on se gare sur le parking comme tout le monde. Les ouvriers dans autour d'usine, le café, c'est gentil, monsieur, quand même, le café est gratuit. Je dis, non, c'est pas gentil, c'est pas con. Vous êtes sur des machines à 20 francs de l'heure. Ils ne savaient pas, les gars. Hein. Et alors, là, ce qui les a frappés, c'est la fenêtre murée. J'ai pas fait attention, mais ça les a frappés. Ils ont vu que là, quelque chose allait changer. La réunion, alors je fais ma réunion cadre, c'est la première et la dernière. J'ai dit, voilà, c'est la première et la dernière. Et je leur explique pourquoi. Mais en disant, par contre, alors, je partirai jamais, mais je voudrais ma démission tous les 3 ans. Parce que je peux être l'homme qu'il faut à un moment donné, et puis l'être à un autre moment. Donc, tous les 3 ans, je demande aux plus anciens, je reste ou je m'en vais. Je veux pas savoir le pourcentage, je veux pas savoir qui pense quoi. Ils m'ont gardé jusqu'à la fin. Et puis je leur dis, c'est la dernière réunion. Alors toilettes, etc. Bon. Et puis alors, les ouvriers me disent, étonnés, alors, les toilettes, pourquoi les toilettes comme ça? Ben, je dis, parce que vos machines sont dégueulasses. Je pense que chaque fois que vous allez prendre une douche, vous lavez les mains ou pisser, vous voyez quelque chose d'impeccable, ça vous donnera l'idée de nettoyer vos machines. Puis c'est tout. Et puis là, je discute avec une certaine Eliane, mais ça c'est très vite, hein. Je discute avec Eliane, une ouvrière, puis j'ai Eliane, je vois toujours sur la même machine, là, ça fait longtemps qu'on fait ces pièces-là. Bon, elle me dit, ça fait 3 ans, monsieur. Ben, je dis, ça va régler et contrôler. Bah, elle me dit oui, bah, je vous le faites pas. Ah, il y a le régleur, le contrôleur, le chef d'équipe, chef d'atelier, avec tout le bordel que je vous ai montré, quoi. Je dis, attends. Si vous savez, vous faites. Je prends le contrôleur, Joseph, qui était à 18 mois de la retraite, que je connaissais, parce qu'en tournant dans l'usine pendant 4 mois, je les connaissais tous. J'étais un ancien loutière, vous, ouais. Je vous donne 20% d'augmentation. Ça vous embête de retourner à l'outillage pour finir vos jours, là Oh ben non, 20%, bouf. Je leur mets un valeur ajoutée. Jean-Luc, un jeune gars, j'ai dit, le commercial, ça l'intéresse? Bon oui. Bah, de sorte et dérange, on va vous apprendre. Et il me contrôlait cette machine. Et je dis aux gens, ben vous contrôlez, vous réglez, et je supprime le contrôle expédition. Donc faites attention, parce que ça va directement chez le client. Et ils me font 20% de pièces en plus. Et je ne comprends pas pourquoi.
Et je constate que les femmes se maquillent mieux, que les hommes se rasent. Et c'est là que tout s'est déclenché. Ils sont heureux. Et il y a une corrélation performance sans bonheur. Et là, je me suis dit, attends, mais ils étaient malheureux. Pourquoi? Parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc il faut que j'aille au fond du bonheur des ouvriers. Et j'ai généralisé partout, partout, partout. Alors au début, les cadres faisaient la gueule. Puis quand ils ont vu qu'on faisait 20% de pièces en plus, ben, ils ont fermé leur gueule. Hein, et là, j'en ai tiré la conclusion qu'il faut faire sans dire qu'on va faire. J'ai fait une réunion, un groupe de travail pour dire j'envisage de... Personne m'aurait dit qu'ils allaient faire 20%. Et vous savez pourquoi ils ont fait 20%? Ils allaient un peu plus vite, mais c'est pas tellement ça. C'est un truc tout bête, tout bête. Il y a un certain Taguchi qui dit que le coût croît comme le carré de la distance en oméga. Vous faites favi.com, fichouti, Taguchi, c'est expliqué. Mais c'est pas ça que j'ai réalisé. Est-ce que vous imaginez un régleur qui passerait sur les machines toutes les 2 heures sans jamais régler? Et toutes les 2 heures, on paumait 10 minutes à contrôler. Si jamais c'était sorti, on paumait un quart d'heure à régler. Ils étaient là, les 20%. Mais très rapidement, les ouvriers dans les tours d'usine me disent « Monsieur, pourquoi on contrôle toutes les 2 heures? Ça ne bouge pas, on ne sort pas. Pourquoi pas toutes les 4 heures? Pourquoi pas toutes les 5 heures ?» Et puis après, il y a le SPC qui est arrivé, etc. Et j'ai réalisé que tous les services parasites étaient là. Ils vont mettre en place des indicateurs de merde. Regardez, entre autres choses, le temps d'occupation machine. Si la machine n'est pas occupée, c'est qu'il n'y a pas de boulot. On ne voit pas l'intérêt de suivre cet indicateur-là. Si elle est occupée, c'est qu'il y a du boulot. Alors on va faire des réunions là-dessus, trucs machin. Est-ce que vous avez déjà vu un flic mettre un radar là où c'est dangereux? Devant une école? Jamais. Parce qu'il sait que dans l'école, on est tous au nominal. On ne va pas faire les camps devant une école. Il vous met là où il peut vous baiser, à l'entrée du village quand c'est en pente. Où il n'y a personne, il n'y a pas de danger. Hein. Toute la structure, elle est là. Et puis après, je fais mon tour d'usine, mais quoi, 10 jours après, puis je vois un fondeur qui ferme la fenêtre, puis il faisait chaud. Je dis, mais attendez, pourquoi vous fermez la fenêtre? Je savais qu'ils avaient 25% de primes dans le salaire. Ça me prenait 2 jours par mois à calculer les primes. Puis le gars finit par m'avouer, ce que je ne savais pas, c'est que tous les jours à 15 heures, le contrôleur de fonderie relevait la température, et c'est la température moyenne du mois qui fixait la hauteur de la prime de chaleur. Putain, je me dis, on est devenu con. Je vois un cadre qui passe, je dis stop, on arrête tout. Allez, videz-moi les bureaux, tout le monde. Je prends un tas de palettes, 3-4 matchs, je monte sur mon tas de palettes, puis j'attends que tout le monde soit réuni, puis tout le monde réuni. Alors, il y avait les ouvriers, la maîtrise, les cadres, c'était mis par groupe. Hein. Puis je leur raconte l'histoire. Je dis, on est devenu con, putain. C'est pas parce qu'on vous donne une prime qu'il fait moins chaud. Il y a des gens qui ont fait HEC. Je répète pour eux. Hein. Je parle pas des polytechniciens, il faut le dire 4 fois. Non, je dis ça, mais je suis jaloux, parce que j'aurais bien faire Polytechnique, puis ils ont un beau chapeau. Bon, enfin, bon, tant pis, c'est trop tard maintenant. Et donc, on discute. Et sur mon tas de palettes, l'idée me vient, en disant, mais attendez, c'est stupide. Je viens d'arriver, j'ai rien foutu, mon patron m'a filé une prime. Et si on prenait ce que chacun a eu depuis 6 mois, s'il l'a eu depuis 6 mois, c'est qu'il mérite. Et on le met dans le salaire, on n'en parle plus. Puis les autres me disent, ouais, mais 6 mois, c'est un peu court. Ben, j'ai 1 an. Ouais, mais l'année dernière, il avait fait plus chaud que cette année, la prime. Je dis, ok, d'accord, 2 ans. Et puis on se met d'accord sur 2 ans. On vote de justesse à la majorité. Donc je mets ça là-dedans. Là-dessus, les cadences augmentent. Alors je n'osais pas demander. C'est comme quand ta femme est heureuse et qu'elle te fout la paix, il ne faut pas chercher pourquoi. C'est des emmerdes. Hein. Alors je faisais mes tours d'usine, puis je constatais, quoi, 25%, 30% de cadence. On avait du détourage. Nous, en fonderie, soit on a une bavure, il y a des dames qui détouraient des pièces. Il y avait 15 machines comme ça. Les mêmes dames, les mêmes machines, les mêmes pièces, 20-30% en plus. Puis au bout d'une semaine, 15 jours, je vois Madame Noël, la plus ancienne, je dis, Madame Noël, je ne comprends pas. Avant, vous aviez des primes, là, vous n'avez plus de primes, vous faites 15 à 20% en plus, 30% parfois. Et elle me dit, et ça ne peut pas s'inventer. Il y a un geste qui aide la journée à passer. Elles avaient une cadence naturelle de moindre fatigue. C'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. Et là, je réalise que les compteurs étaient de l'autre côté des machines, que seul le contremaître voyait les compteurs. Et que si le quota était par exemple de 300 pièces, les dames comptaient dans leur tête pour faire 298 ou 19 pièces et pas dépasser 300, parce qu'on aurait remonté le quota. Vous voyez, comme quoi, mais encore une fois, si j'avais réuni un comité en disant on pourrait peut-être supprimer les primes, mais tout le monde m'aurait dit que c'était une catastrophe. Alors à chaque fois, les cadres, ils se sont pris plein la gueule, parce que je supprime les primes, je supprime les réunions, je supprime les reportings, et ils n'avaient plus que 60%, ils n'avaient plus que quoi. Ils réglaient les machines derrière les machines. Ils réglaient les machines derrière les régleurs à la fin. Ça fait qu'en fait, ils déréglaient les machines, parce que quand on règle une machine qui est déjà réglée, en général, on la dérègle, quoi. Bon, bref. Là, alors au début, quand je suis descendu de mon tas de palettes, j'étais agressé par les gars. Vous vous rendez pas compte, on n'a plus de le levier, ça va être le bordel. Puis quand ils ont vu que les cadences montaient
20-30% que le fric. Parce que j'ai aussi imposé un compte d'exploitation tous les mois. Mon patron avait qu'un seul indicateur. Max Rousseau, 30 sociétés. Il avait pas d'informatique, puis il n'était pas bien informatique. Il avait un dépliant dans son portefeuille. Il y avait 30 sociétés. Il y avait le nom du patron, les effectifs, le tonnage, le chiffre d'affaires et le cash flow. C'est tout. Cash flow. Hein, le cash flow, c'est le résultat de l'effort collectif avant les magouilles illégales qu'on appelle les amortissements et provisions. C'est vraiment ce qu'on a gagné par notre travail. Et là, le cash flow, alors il me disait, je veux un compte d'exploitation tous les mois, au centime près, mais pas avant le 20 du mois. Je préfère avoir les comptes juste le 20 que faux le 5. Et il avait raison, on ne peut pas arrêter les comptes le 5. Quand je pense qu'Arcelor arrête les comptes consolidés le 5, ils ont des comptes faux toute l'année, mais ils sont contents. Ils font la course entre eux. Bon, enfin bref. Et donc, le cash flow ayant monté, les mecs ont fermé leur gueule, quoi. Et c'est seulement après, 2 mois après, que j'ai remis le CESHS. À l'époque, on faisait dans les 4, 5, 6, 7% de cash flow. Et je leur dis, écoutez, je pense que pour rester dans le village, il faut faire au moins 10% de cash flow. Et je leur explique ce qu'est le cash flow, et je leur dis, on va prendre comme référence la NGW, l'alias fiscal. Et je leur explique que l'alias fiscal, c'est à peu près le seul document avec lequel on ne peut pas tricher, parce que ça passe au commissaire aux comptes, c'est contrôlé par le fisc, etc., etc. Et je leur propose, je dis, on va prendre 6, alors maintenant c'est 7 pour différentes raisons, mais 7% du cash flow qu'on se partagera à stricte égalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est comme ça qu'on a créé cette prime globale. Et c'est important, ça. Je vous assure que tous les gens qui ont fait ça, juste un coq à l'âne, hein, il y a des gens que je vois 3-4 ans, il y en a à la SAS qui m'ont dit, tiens, je t'en donne il y a 3 ans, il y a 4 ans, enfin bref. Et puis je fais une conférence comme ça, puis il y a un gars qui vient me voir, qui me dit, écoute, tu m'as fait gagner plein de fric, toi. Je dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, moi, j'ai 8 cabinets d'assurance régionale, et dans chaque cabinet, j'avais un gars qui faisait l'assurance auto, l'assurance incendie, l'assurance vie, etc., etc. Et alors j'ai un système de primes compliqué, parce que le gars qui devait un client par l'assurance auto, qui refilait au gars l'assurance vie, il avait un pourcentage de prime, mais j'avais des tensions, parce que si le gars ne rappelait pas, etc. J'ai pris ton idée du commercial qui fait tout. Et j'ai pris ton idée de la prime unique. J'ai réuni tout le monde un jour dans une grande pièce en disant, vous démerdez, vous avez 3 mois pour échanger les savoirs. D'abord, ce que chacun a eu comme prime depuis 2 ans, je mets dans le salaire, on n'en parle plus. Je vais mettre une prime sur le résultat total du groupe. Et vous avez 3 mois pour changer les savoirs, et dans 3 mois, je veux que chacun d'entre vous, quand il lève un client, puisse traiter l'assurance vie, l'assurance automobile, etc. Il m'a dit, ça a été le bordel pendant 3 mois. Il dit, en 2 ans, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Parce qu'ils sont heureux, j'ai plus de tension, et puis ils ne se bagarrent plus avec l'histoire de primes, etc., etc. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, mais encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Si vous avez des primes individuelles, prenez la moyenne d'un certain temps, vous mettez ça en salaire, arrêtez, mettez une prime sur les résultats collectifs. Ça marche. Peugeot me fait une affaire où il fallait doubler le chiffre d'affaires en 1 an. Et je me dis, si je mets les affaires là-dedans, ça va être le bordel. Je fais peindre le sol, je m'inspire d'Eliane, hein, je fais peindre le sol, dans les années 80, personne ne peignait les sols. Je fais dégager une belle surface et je fais peindre le sol en bleu, en un joli bleu. Alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je veux qu'il soit heureux, donc il faut que ce soit beau. Et je prends 30 ouvrières qui étaient déjà autonomes en réglage et en contrôle. Et je leur dis, c'est vous qui ferez ça. Objectif, il faut que Peugeot vous aime. Et je leur dis, vous allez au BE. Alors les mecs du BE, qui avaient ce que j'avais dit, je fais tout sur machine, ils étaient devenus beaucoup plus humbles. Même chose, hein, les BE, il faut qu'ils soient au niveau de l'atelier, hein, pas en étage, jamais. Hein. Et la porte grande ouverte sur l'atelier. J'avais fait démonter les portes. Le bureau d'études sont prises direct sur les ateliers. Donc vous allez au BE, et vous avez le droit de faire modifier les machines. Et puis je mets le Telex ici, pour qu'ils sachent pourquoi ils travaillent. D'accord? En disant, tous les matins, vous regarderez, puis vous déciderez. Puis vous avez le droit de toucher les machines, etc. Et ça démarre le premier jour, dès le deuxième jour, les gars me disent, mais c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait un de nous qui coordonne. Puis on a discuté avec nous, il y a Bernard qui est d'accord, il pourrait rester ouvrier mais coordonner. Je dis, ok, on va l'appeler le leader, hein, il va être là, et c'est ça. Merde. Attends, toc, 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 il m'a le foutu, bon. Et c'est parce qu'ils ont eu l'idée du leader, ça m'a donné l'idée de mettre le commercial. J'ai pris le fameux Jean-Luc dont je vous ai parlé, j'ai dit, Jean-Luc, tu vas mettre ton bureau au milieu des machines, en face du leader, et tu vas prospecter librement, tu vas acheter, tu avec les ouvriers, tu vas modifier les flux, enfin tu te démerdes. D'accord? Et c'est comme ça que c'est parti. Et au bout de 10 jours, les ouvriers, toujours dans mes tours d'usine, monsieur ouvriers, on bougerait la machine, on mettrait une goulotte, on pourrait gagner 3 pièces à l'heure. Mais si je passe par le BE, le service d'entretien, ils vont me faire une usine à gaz. J'ai fait venir 2 professeurs de lycée technique pour qu'ils apprennent aux dames, parce que les hommes prétendaient savoir-faire, à plier, à souder et à plier de la tôle. Et je rentre 2 postes à souder, une plieuse, en disant démerdez-vous. En 6 mois, ici, le temps de défilement était de 10 à 12 jours. 10 jours. Le temps de défilement, c'est le temps entre le moment où je décharge la matière première et le moment... Parce que tu avais un jour là, 2 jours de stock. En 6 mois, on est passé à 1 jour. 1 jour. Sans investissement. Qu'avec des bidouilles. Et c'est là que j'ai pris l'habitude de dire qu'il faut que les ouvriers, il faut les laisser agir. Il ne faut pas leur demander leurs idées.
Et quand j'ai vu ça, j'ai multiplié, j'ai commencé à débrouiller, puis j'ai sorti les machines pour faire le usine compteur d'eau, etc., etc. Puis chef de fonderie, un jour de vie, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai mis en recherche et développement. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous voyez, en fait, moi, j'ai rien fait. Alors, j'ai écrit les bouquins après, hein. Je fais le malin après. Hein. J'ai vu la cohérence après. Mais j'ai fait en allant. J'ai fait, parce que je sortais, parce que j'ai respecté mes signaux faibles, parce que j'ai respecté mes intuitions. Quand j'ai vu un mec qui fermait la fenêtre, je n'ai pas commencé à réfléchir. Non, ça s'est fait comme ça. C'est ça que je veux vous vendre. Ce que je veux vous vendre, c'est pas ce que j'ai fait. C'est comment je l'ai fait. Sortez de vos bureaux, faites le tour de vos usines, connaissez intimement les gens, connaissez leur histoire, connaissez que Fabien est emmerdé parce que son gamin voudrait bien qu'il ait le bac, mais il est un peu léger. Alors, oui, attends, Fabien, merde, allez, on va au BE, on va au BE. Et les gars, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait aider le gamin de Fabienne, là, parce qu'il est un peu léger en maths. Ouais, je veux bien le prendre. Puis voilà, puis on crée des liens, puis il se passe des choses. Cherchez les belles histoires. C'est dur d'être ouvrier. Quand vous faites je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film Favie, la question de confiance Favie, et c'est parti pour 1800 pièces. Surtout que chez nous, c'est les ouvriers qui ont décidé qu'il fallait faire 1800 pièces. C'est dur de faire 1800 pièces. Il faut de temps en temps leur faire des surprises. De temps en temps, nous les hommes font des surprises aux femmes dans l'usine. Il y a la fête des hommes, des femmes. Les femmes sont des surprises. Une fois, ma femme, un jour, m'appelle, il y a une dame du CE qui appelle ma femme, qui m'a dit, ce soir de samedi prochain, vous êtes là? Oui, pourquoi? Il y a un bus qui sera sur le parking de Favie, là, on va tous au Touquet voir les Chippendales. Et alors ma femme me dit, mais t'étais au courant? Je dis non. Moi, patron de l'usine, président du CE, j'étais pas... Voilà, les femmes s'étaient fait une surprise entre elles. Voilà, il faut faire des choses comme ça, c'est ça manager. Retenez ça, bon sang. Au nom de la productivité, au nom du quantitatif. Au début des 30 Glorieuses, on a posé des valises qui s'appellent l'altruisme, qui s'appellent le subjectif, qui s'appellent les valeurs, qui s'appellent l'amour de l'autre. On a posé ces valises-là. Pour le quantitatif, on est au bout du quantitatif. Il faut reprendre ces valises. Il faut revenir vers le respect de l'autre.